à l'heure du rôle de la communauté internationale. Mais avant cela, si vous le voulez bien, on va à nouveau écouter cette déclaration de l'ambassadeur de Syrie en France. C'est une femme, elle s'appelle Lamia Chakour. Elle est intervenue il y a une vingtaine de minutes sur notre antenne et elle a annoncé sa démission. Il s'agit du premier ambassadeur de Syrie à l'étranger à annoncer sa démission, première donc défection au sein du régime syrien. On écoute Lamia Chakour. Face à ces nombreux défis et devant le délai très court imparti pour les surmonter, la réponse donnée par le gouvernement n'a pas été la bonne. Même si j'admirerai toujours le courage de nos forces armées, je ne peux soutenir ce cycle de violence. Je ne peux pas ignorer tous les manifestants qui ont trouvé la mort dans l'honneur et dont les familles vivent aujourd'hui dans la douleur. J'ai informé la secrétaire personnelle du président Bachar el-Assad que j'ai l'intention de remettre ma démission au président Assad. Je reconnais la légitimité des demandes du peuple pour plus de démocratie et de liberté. Ma démission en tant qu'ambassadeur de Syrie en France prend effet immédiatement. J'invite le président Bachar el-Assad à convoquer les leaders de l'opposition pour former un nouveau gouvernement. Et je souhaite ainsi que les choix importants puissent être réalisés pour l'avenir de mon pays que j'ai eu le privilège de servir. Voilà, cette déclaration de Lamia Chakour a été faite aux environs de 19h10, il y a à peu près une demi-heure. Alors Lamia Chakour n'a pas souhaité évidemment répondre à des questions. Elle nous a dit qu'elle voulait faire une déclaration. Nous n'en connaissions pas le contenu et donc d'où notre surprise et une certaine émotion également sur ce plateau puisqu'il s'agit donc de la première démission, je le rappelle, d'un ambassadeur de Syrie à l'étranger. Et Qatar Abou Diab, ce qui est intéressant, vous nous le disiez tout à l'heure, c'est que c'est une proche apparemment de la femme de Bachar el-Assad, notamment Asma el-Assad. Et de la mère du président. Ça veut dire qu'il y aurait des divisions, selon vous, au sein du clan Assad. Ça serait un signe justement de division. Ni d'assertion, ni de supposition. Ce qui est clair que même son père, le général Youssef Chakour, a été un chef d'état-major de l'armée syrienne et aussi il a été un ancien ambassadeur en France. C'est-à-dire, elle vient d'une famille politique, elle est proche de la présidence, mais ça signifie quand même soit un geste tout à fait personnel, un geste courageux personnel pour ne pas être associé au crime, soit un geste ou une manœuvre coordonnée pour d'autres annonces. Ça, ce sont des suppositions. Je vais répéter. On verra par la suite. Je vais répéter, désolé pour interruption, mais en Syrie, en général, dans l'armée, ça vaut rien. Il n'y a pas un dictateur, je vous ai dit l'autre fois, il n'y a pas un dictateur canonique, il y a un terrain. Là, je parle de Bachar el-Assad, par exemple. Il y a deux choix. Ou bien Bachar el-Assad, c'est le terrain, ou bien c'est le symbole de terrain. Et dans les deux cas, il faut qu'il parte. Il n'est pas capable à guider quelque chose. Par contre, pour le général de l'armée, ça ne vaut rien en Syrie. Si tu me parles d'un officier d'intelligence, je vais négocier. Mais dans l'armée, ça ne vaut rien. Au niveau juste pour clarifier, au niveau de cette distinction, l'appareil sécuritaire en Syrie et les services de renseignement jouent un rôle beaucoup plus décisif que l'appareil militaire, que l'armée. Voilà. L'armée, c'est une institution nationale, c'est les fils du peuple syrien qui servent dedans. Il y a un service obligatoire, il y a une certaine hiérarchie et il y a une certaine discipline. Mais la force de répression et la base de répression du régime, c'est les services de renseignement qui sont recrutés et avec certaines formations même paramilitaires qu'on appelle les Shabiha en Syrie, qui sont comme les Baltagia en Égypte, mais beaucoup plus une culture de gang et qui sont utilisés pour semer la terreur, pour tuer directement, pour tout le temps montrer que le régime surveille, contrôle et est capable de ne pas permettre aux gens de franchir le mur de la peur et même de tuer. On n'est pas seulement dans une violence ni symbolique, ni même physique limitée. On est dans des meurtres, 1200 morts, 13 000 personnes arrêtées. C'est le système sécuritaire qui... Disparu. Disparu, bien sûr. On ne sait pas qu'ils sont arrêtés ou ils sont morts. Vraiment, parce que même les familles n'osent même pas parfois demander où sont les enfants, où sont les fils de ces familles-là.
par crainte que leur question peut mener à d'autres arrestations, peut mener à plus de torture. Donc on est dans un système où la violence n'est pas dans l'ordre symbolique, elle est dans l'ordre direct. Ce régime aujourd'hui est confronté à un grand défi, qui est le défi d'une mobilisation populaire exceptionnelle, et il est en train de mobiliser toutes ses forces de répression criminelle face à un peuple pacifique dans sa contestation. Bernard Rougier, il y a aussi, on a parlé, donc il y a la défection donc, de cette femme ambassadeur ce soir, qui est un geste très fort. On parle également de défection au sein de l'armée. Donc vous avez fait le distinguo entre les services de renseignement et l'armée, de défection donc, au sein de l'armée. Est-ce que ces défections sont réelles? Par exemple, ce qui se passe là dans le nord-ouest du pays, les défenseurs des droits de l'homme disent que ce sont des soldats et des policiers qui ont tenté de protéger donc, la population et qui auraient été exécutés. Est-ce que c'est le cas? Oui, selon moi, ces défections sont réelles. Il y a eu pour la première fois sur Al Jazeera hier soir un officier qui a témoigné, qui a montré sa carte d'officier, un lieutenant-colonel d'origine de Homs, je crois, qui a raconté les détails de la répression. Donc il a fait un témoignage extrêmement important et complètement crédible. J'ai entendu de la part d'opposants syriens l'existence de très fortes défections, de gens également, de soldats assignés dans leur caserne sans information, dont la communication avec le reste de la famille est coupée. Et ça, cette démission, ça fait écho à ces défections. Mais justement, oui. Si ça doit se multiplier, le régime ne va reposer que sur la 4e division, qui est la plus efficace, que sur la garde républicaine. Qu'est-ce que c'est cette 4e division? C'est les forces spéciales, c'est les anciennes. C'est la force la plus efficace, la mieux armée, la plus solide, la mieux entraînée. Et l'important, c'est qu'elle est dirigée par le frère. Elle est dirigée par le frère du président. Qui lui joue le tout répressif. Hein. Absolument. Mais si le régime ne s'appuie plus que sur la garde républicaine, sur cette 4e division et sur ses voyous, les Shabiha, c'est peu par rapport à une mobilisation qui se met en scène elle-même, qui dialogue avec des comités de coordination, qui ajuste ses mots d'ordre, qui est en communication interne et qui est en communication avec l'extérieur, et qui, d'une certaine façon, dialogue, j'allais dire, c'est presque une opposition qui se découvre à mesure qu'elle se montre. Et c'est ça, c'est tout à fait extraordinaire, c'est de voir à travers l'image et ces nouvelles technologies, un mouvement social qui se fait à partir de rien, entre guillemets, c'est-à-dire dans un pays où le régime a détruit toute vie syndicale, politique, associative. Alors évidemment, le grand défi pour ce mouvement, c'est pour ça qu'il y a un mélange à la fois de société communautaire et de société civile, c'est de ne pas rentrer dans le piège confessionnel, c'est de surveiller les slogans, c'est d'empêcher le recours à la violence, c'est de continuer à avoir une mobilisation civique et citoyenne. Et l'attente du régime, c'est le piège, le massacre, l'acte de protestation qui ira trop loin. Et c'est tout à fait formidable de voir que dans cette guerre de communication, elle se joue à deux niveaux. C'est à la fois une guerre des images, des déclarations, mais c'est aussi une guerre des communications au sens complètement technique, c'est-à-dire de la capacité d'une ville moyenne de rentrer en connexion avec l'extérieur, avec une opposition syrienne en Turquie ou dans le Golfe, et aussi avec les autres villes syriennes pour faire la jonction, si vous voulez. Et cette jonction... C'est une opposition assez organisée à vous entendre, qui tisse sa toile en tout cas. Qui est en train de s'organiser. Je ne pense pas. Il me semble... Non, c'est-à-dire qu'il y a un effort pour l'organiser. L'organiser. Mais je pense quand même qu'elle est organisée. J'ai présenté des... Il y a des téléphones portables qui circulent, il y a des lignes internationales qui ne dépendent pas du réseau syrien. Ouais, voilà. Il y a un énorme effort sur évidemment les sites que vous connaissez, la page Facebook, etc. Non, pas trop. Pour encadrer... Pas trop sur les sites. On ne travaille pas sur Internet en Syrie, en fait. Même les activistes à Damas, à Dera, là, je veux dire que les activistes, ils ne se connaissaient pas les premières 2 semaines. Ils envoient les images sur l'international directement. Ça ne passe pas par le réseau syrien. C'est ça que vous me dites? Non, je vais les dire qu'il n'est pas aussi organisé. Là, je connais des activistes à Dara, je connaissais personnellement des amis à Damas et à Alep, et c'est moi qui s'est présenté les gens à Dara et à Damas. Bien sûr, il y a plusieurs façons de communiquer la Syrie là maintenant. On ne peut pas parler en direct, mais il y a toujours quelques satellites, quelques lignes Jordania et Turquie, à la porte de Turquie, mais vraiment, il n'y a pas une organisation comme l'Égypte. On n'a pas une révolution de Facebook. Non, mais là, je voudrais dire une chose. Ce qui est étonnant dans la révolution syrienne... Vous parlez de révolution Oui. Vous parlez de révolution. Mais oui, ce qui est étonnant, c'est vrai, car enfin, avec ces nombres de morts, de disparus, de destructions,
c'est quand même une grande révolte. Dans l'histoire de la Syrie, ça se passe tous les 200 ans, peut-être tous les 100 ans, pas tous les jours. Mais d'autre part, ce qui est intéressant, même par rapport à la Tunisie, à l'Égypte, à la Libye, au Yémen, là-bas, il y a de la presse internationale, il y a des médias. Ouais. Là, en Syrie, tout est fermé. Et c'est ça le grand courage, c'est le journalisme militant. Le journalisme militant qui est extraordinaire. À travers ces petits téléphones mobiles, et en fait, j'ai un spécialiste d'Internet avant de venir, j'ai un ami qui dirige un site, il m'a dit ce qui est extraordinaire, il n'a jamais vu de YouTube fait par des militants avec cette qualité et avec cette efficacité, cette démonstration de la date. C'est ça la grande réussite de ces opposants syriens inconnus. Ils ont fait une révolution dans la révolution médiatique. Ils ont quand même cassé le blocus autour de la Syrie. Ils ont détruit les murs de silence autour de la Syrie. Avec leur téléphone portable. Avec leur téléphone portable, avec des moyens vraiment préliminaires. Il faut de nouveau là faire quelques précisions. Au début de la contestation, comme vous étiez en train de dire, c'était un mouvement spontané. Et puisqu'il n'y a pas de presse internationale, puisque le régime syrien a coupé les lignes de la région de Houran et de la ville de Daraa, qui est au sud du pays, les premiers qui ont essayé de diffuser des photos et de montrer les atrocités que le régime est en train de commettre à Daraa ont utilisé des puces jordaniennes ou bien le réseau jordanien. Mais après cela, il y a eu pas mal d'efforts pour mieux coordonner le travail et la mobilisation. Donc on est devant un phénomène qui premièrement essaye de reconstruire un espace politique, même si virtuel au début, pour le projeter sur la réalité plus tard, car le régime syrien a réussi pendant des décennies de briser tous les liens politiques et sociaux. Donc là, on est devant un phénomène de reconstruction de l'espace politique, de la découverte humaine même entre les gens, de communiquer politiquement entre eux, de se connaître, parce que le régime a empêché toute connaissance humaine avant. Et puis peut-être à l'opposition, peut-être aussi de se former, parce que j'imagine que c'est une opposition qui est complètement éclatée, comme dans toutes ces dictatures, qui n'a pas eu l'occasion de se former. Écoutez, même cette opposition classique, à mon avis... Il y a une tendance laïque qui est assez présente, il y a une tendance de gauche, il y a des islamistes, il y a des individus qui ne sont même pas politisés, mais qui veulent leur dignité, qui commencent à se retrouver, et qui commencent à se connaître. Et il y a un grand travail qui se fait sur YouTube surtout. La révolution syrienne a donné une redéfinition à YouTube. Voilà. Les téléphones portables sont devenus... Chaque citoyen est devenu lui-même un reporter, un journaliste, avec son téléphone portable, témoigner ce qui se passe et envoyer sur YouTube. Journaliste militant. Et il y a eu une technologie qui a essayé de repérer et de couper toutes les lignes. Mais maintenant sur YouTube, il y a même un live streaming. Donc ils peuvent en même temps faire un live, un direct de la place de la contestation, ce qui a rendu toutes sortes de censures très difficiles. Et il y a des détails effrayants. Aujourd'hui, les services de renseignement, quand ils arrêtent des gens, ils les torturent pour arracher le password, le mot de passe de leur compte YouTube ou de leur compte Facebook ou de leur compte sur le mail. C'est hacking par définition. Pour essayer de faire des pièges à leurs contacts, pour essayer de voir qui sont leurs contacts. Donc on est dans une nouvelle dimension et je suis tout à fait d'accord que c'est peut-être la première fois dans le monde arabe qu'on est face à une révolution. Peu importe le nombre de gens qui participent, des gens disent il n'y a même pas 1 million, il y a des dizaines de milliers, peut-être une centaine de milliers, peut-être plus. En Égypte, il y avait quoi 2 exactement, millions, on ne parle pas de 80 millions. Sur 80 mais là, il y a des gens qui se cachent pour pouvoir communiquer. Il y a des gens qui meurent. Les gens qui descendent dans la rue prennent le risque de ne pas rentrer chez eux. Tandis qu'en Égypte, en Tunisie, même au Yémen, il y a des centaines de milliers de gens dans la rue et ce n'était pas interdit, même avant la révolution, de manifester ou de se rencontrer. En Syrie, il y a un état d'urgence depuis 1963 qui est en train d'être aujourd'hui brisé. Donc c'est une vraie révolution, un grand sacrifice est en train, on est en train de le témoigner et je suis sûr qu'avec le temps et l'accumulation des expériences, on sera devant une autre Syrie. On arrive bientôt au terme de ce débat. J'aurais donc un dernier mot sur cette révolution syrienne. Qatar Abou Diab, est-ce que vous pensez que cette révolution va aller jusqu'au bout et que les jours ou les mois du président Assad sont comptés avec cette défection, donc ce soir, on le rappelle, qui est très importante, de cette femme, ambassadeur de Syrie en France, cette défection dans l'armée dont parlait Bernard Rougier. Est-ce que le régime est en train finalement de basculer? Oui, là on est dans un tournant, ça, parce on est dans un tournant et je pense que c'est irréversible. Ce tsunami démocratique parti de la Tunisie a changé la donne arabe. Il y a un ancien ordre qui est
fini, il y a un nouvel ordre qui s'est construit. Ça peut prendre plusieurs années, même une décennie, mais ces sacrifices ne vont pas être jetés comme ça. Et je pense pour le peuple syrien, ce courage est énorme. Et pour cela, il y aura, à mon avis, une suite et des résultats. Un peuple courageux, un mouvement irréversible. Bernard Rougier, vous partagez cette analyse de Qatar Abou Diab? Oui, mais je ne sais pas combien de temps ça peut durer, c'est ça la question. La mort peut être lente et ce régime a peu de ressources internes, outre la répression, mais il en a à l'extérieur de lui-même en quelque sorte. C'est-à-dire le rôle du Liban, le rôle de l'Irak. Il peut utiliser des leviers, le front avec Israël. Oui, là, ils essayent d'ailleurs avec le nationalisme arabe, de réveiller ce nationalisme arabe. Il y a une chose intéressante qui s'est passée hier au camp du Yarmouk, c'est qu'une partie des réfugiés a manifesté contre ceux qui les envoyaient vers le Golan, en leur disant... Il y a eu des morts ce soir. Oui, il y en a eu 14. Il y en a eu 14. Ça veut dire que, y compris dans la société réfugiée, une partie des réfugiés n'accepte plus de voir sa cause instrumentalisée pour la légitimité du régime. Et ça, c'est un signe extrêmement intéressant. C'est l'idée que vous n'allez pas parler en notre nom de notre cause, dont nous sommes, nous, les propriétaires légitimes. Ça veut dire qu'ici, une ressource extérieure échappe au régime. Mais il va malgré tout utiliser tout ce qu'il va pouvoir manipuler avant de mourir. La mort sera lente et la mort sera violente. Siad Majeb, la mort sera lente et violente? Je pense que oui. Malheureusement, c'est un régime qui va se défendre jusqu'au bout. Et en même temps, le peuple syrien est déterminé jusqu'au bout. Donc c'est aussi une guerre de volonté et une guerre de maintenir la pression sur le régime pour que aussi des divisions au sein du régime commencent à apparaître. Il y a des cartes régionales que le régime essaiera de jouer, mais je pense que la carte palestinienne, il ne pourra pas la manipuler facilement. Les Palestiniens n'acceptent plus cela. Et même le monde arabe, la naissance de l'individu arabe et la naissance d'une idée rattachée à la démocratie ne va plus permettre une manipulation et une démagogie à la régime du Bahreïn. Le dernier mot pour Sadek Salem, vous irez jusqu'au bout? Bien sûr, on disait toujours que les Syriens méritent la liberté, les Syriens méritent la liberté. Et là maintenant, on est sûr que la liberté mérite les Syriens. Là maintenant, on ajoute une autre couleur de la liberté, c'est la couleur de la Syrie. Et le reste des détails, des techniques, les frontières Israël, les Syriens, là maintenant, ils embrassent la liberté. On n'a pas de choix. Merci beaucoup Sadek Salem pour votre combat. Merci de venir à chaque fois sur France 24 pour témoigner. Et mille merci également à tous les trois d'être venus nous parler ce soir de la Syrie. Avec cette information, on y reviendra évidemment dans notre édition de 20h. C'est l'ambassadeur de Syrie en France, Lamia Chakour, qui a démissionné. Première donc défection d'un ambassadeur de Syrie à l'étranger, ce alors qu'il y a déjà des défections au sein de l'armée. Dans un instant, toute l'actualité française de ces dernières 24 heures en images. À tout de suite.